Shall we begin? Le siècle de sang s'acheva par une carte politique du monde connu totalement redessinée. À l'est, sur Essos, la chute de Valyria plongea le continent dans les tumultes de la guerre quasi perpétuelle. La horde d'Othraki déferla et changea les rapports de force à Essos. Échappant au fléau de Valyria, la maison Targaryen allait construire sa puissance autour de la forteresse de Dragonstone ou Père Dragon sur une île non loin de Westeros. Totalement détournée de ce qu'il se tramait sur Westeros, la famille Targaryen regardait depuis plus d'un siècle le continent d'Essos s'embraser. Né en 27 avant la conquête à Père Dragon, le jeune Aegon Targaryen fit tout de même ses premières armes sur Essos. Comme vu précédemment, Aegon participa à la victoire finale contre Volantis qui cherchait à annexer les autres cités libres d'Essos. Revenu sur Père Dragon, Aegon semblait se détourner de Westeros pour un tout autre objectif. Pendant des années, il y planifia son futur plan. Faisant graver une carte de Westeros sur une immense table en bois, des sources affirment qu'Aegon n'a jamais visité Westeros avant la conquête. A l'inverse, d'autres affirment qu'il a visité plusieurs contrées de Westeros, notamment la citadelle de Vieilleville, mais aussi Port Lannis ou encore la Treille dans le Bif. Comme le voulait la tradition targaryenne, Aegon prit pour épouse sa sœur aînée Visenya par devoir, mais il fit aussi le choix de prendre pour deuxième femme Rhaenys, sa petite sœur, cette fois-ci dit-on par amour. Ces deux sœurs avaient des caractères bien différents. Visenya excellait dans l'art de la guerre, maniait une épée en acier valyrienne nommée Noirceur et semblait être la beauté fatale par excellence. Des bruits de couloir murmurent que Visenya était une sorcière et qu'elle savait se servir des poisons. Rien à voir avec Rhaenys qui n'aimait pas trop la guerre et qui préférait les arts de la musique et de la poésie. Rhaenys était surtout réputée pour passer le plus clair de son temps dans les airs avec son dragon Meraxes, car elle aimait le sentiment de liberté que procurait le vol à dos de dragon. À Père Dragon, les serviteurs disaient qu'Aegon avait clairement fait son choix, passant 10 nuits avec Rhaenys pour une seule avec Visenya. Malgré le fait qu'il plaisait aux autres femmes, Aegon resta tout de même fidèle à ses deux sœurs. À ses côtés, Aegon pouvait compter sur le dragon de ses ancêtres, Balerion la Terreur, seule survivante de l'ancienne Valyria, mais aussi deux autres dragons nés sur Père Dragon des années après, Vhagar et Meraxes. En comparaison de la taille impressionnante de Balerion, ces deux dragons étaient plus petits. À l'époque de la fin du siècle de sang, Westeros était divisé en 7 royaumes distincts qui se faisaient des guerres en continu, parfois pour la gloire et d'autres fois pour le pouvoir. La maison Durrandon dominait les terres de l'orage au sud de Dragonstone ou Père Dragon. La maison Hoare, originaire des îles de Fer, a conquis récemment les Conflans et gouverné d'une main de fer depuis l'immense forteresse de Harrenhal. Les maisons Durrandon et Chenu étaient les deux royaumes les plus belliqueux, mais aussi les plus proches de Père Dragon. La maison Stark dirigeait les immenses terres gelées du Nord, le plus grand et le plus ancien des royaumes de Westeros. La maison Lannister se basait dans les terres de l'Ouest, le plus riche des royaumes grâce à leurs mines d'or. La maison Gardener ou Jardinier gouvernait le Bief, le royaume le plus prospère grâce à leurs ressources alimentaires. La maison Arryn dominait le Val, perché sur son promontoire et dont le passage était impossible excepté par les portes chaudes qui ne furent jamais prises. Enfin, la maison Martell dirigeait le désert de Dorne depuis Lancélion, un royaume d'apparence pauvre, mais qui savait se défendre en cas de crise. Ensemble, ces 7 royaumes formaient le continent de Westeros, s'entre-déchirant pour la gloire et le pouvoir. Les royaumes Hoare et Durrandon étaient les deux royaumes les plus agités sur Westeros. Jouant sur plusieurs tableaux, les deux souverains se faisaient sans cesse la guerre. Jadis puissant, le royaume de l'orage était à présent réduit à une peau de chagrin à mesure que ses concurrents grignotaient son territoire. Durant sa jeunesse, le roi Argilac l'Arrogant fit tour à tour la guerre à Volantis sur Essos, mais aussi à Dorne et au Bief. Pourtant, c'est contre le roi Ferné Arryn qu'il a eu le plus de difficultés. Annexant les Conflans après des années de guerre avec la maison Durrandon de l'Orage, le roi Arryn, appelé aussi Arryn le Noir, consacra la grande partie de son règne à la construction d'une immense forteresse sur Westeros, Harrenhal. Cette immense forteresse à l'allure sinistre et aux immenses tours imprenables servait à asseoir la domination des Fernés sur les Conflans. Nul roi n'était aussi redouté qu'Arryn le Noir, qui, dit-on, se tournait vers de nouvelles conquêtes après l'achèvement de son château. Son regard envieux semblait se tourner vers le royaume du vieillissant Argilac Durrandon, qui n'avait pas de fils pour lui succéder, mis à part une jeune fille. Dans un dernier élan de désespoir, le roi Argilac se tourna vers le jeune Aegon, avec qui il avait déjà participé à la guerre contre Volantis des années auparavant. Lui offrant la main de sa fille, ses terres et d'autres territoires qu'il ne possédait pas, il invita Aegon à prendre part au conflit contre le roi Arryn.
Pourtant, le jeune Aegon refusa l'offre d'Argilac, car il avait déjà 2 épouses, ses sœurs, et il ne voyait pas l'intérêt d'en prendre une 3e. De plus, il sentait que le roi Argilac comptait l'utiliser comme bouclier contre les prétentions d'Arène. Souhaitant tout de même jouer la carte pacifique pour ne pas passer pour un agresseur, il envoya une contre-proposition au roi Durrandon. Aegon exigeait les terres promises par la précédente offre, notamment les terres le long de la Nera, tout en scellant le pacte en célébrant le mariage de la fille d'Argilac avec Orys Baratheon, ami d'enfance d'Aegon et demi-frère bâtard de basse naissance du jeune seigneur dragon. Argilac, furieux de cela, refusa la proposition d'Aegon car il refusait de marier sa fille à un bâtard à moitié Targaryen. Entrant dans une colère noire, le roi Argilac fit couper les mains de l'émissaire d'Aegon et lui envoya dans un coffret, accompagné d'une lettre assassine, « Voici les seules mains que votre bâtard recevra de moi ». Aegon ne lui fit pas de réponse et préféra convoquer ses bannerets et principaux alliés en vue des préparatifs. 2 autres familles valyriennes de rang inférieur apportaient leur soutien depuis la chute de Valyria à la maison Targaryen, la maison Velaryon de Lamarck, et enfin les Celtigars de Pince Hill qui contrôlaient l'entrée du détroit de la baie de la Nera. Il fut rejoint par 2 autres bannerets des Durrandon, qui s'estimaient plus proches du seigneur Targaryen que du roi Durrandon. Converti à la foi des 7, bien que n'étant pas un homme pieux de naissance, Aegon se proclama roi de Westeros et envoya des corbeaux dans les 4 coins du continent afin de diffuser cette proclamation. Ce premier couronnement fut réalisé dans le cadre d'une cérémonie intimiste où seuls les plus proches d'Aegon furent conviés. Le jeune roi donna tout de même une chance de s'en sortir aux 7 seigneurs de Westeros. Quiconque ploie le genou conservera ses terres et titres, mais celui qui prendrait les armes contre lui serait anéanti. Par la suite, Aegon décida qu'il était temps de véritablement lancer la conquête. Atterrissant sur les falaises de Westeros, le long de la baie de la Nera, il est difficile de dire combien de troupes disposait Aegon. Certaines sources annoncent 3000 soldats, d'autres quelques centaines, mais toutes s'accordent pour dire qu'il disposait de 3 dragons, dont le gigantesque Balerion, la Terreur Noire. Des chroniqueurs annoncent même que l'immense forteresse d'Harrenhal fut achevée en l'an 2 avant la conquête, juste au moment où Aegon posait le pied à terre sur Westeros. Là aussi, c'était tout un symbole. Quoi qu'il en soit, le jeune Aegon autoproclamé roi avait 25 ans et il débordait d'ambition. Dressant rapidement des palissades et une petite forteresse de fortune qui sera nommée Fort Aegon, le jeune roi voulait marquer sa prise de pouvoir en soumettant les petits bannerets voisins cachés dans leur château. Certains choisissaient de se rendre, d'autres combattaient à mort, comme les seigneurs Sombreval et Mouton, qui furent massacrés par les troupes menées par Orys Baratheon et Aegon chevauchant Balerion. Suite à cette victoire, Aegon reçut les soumissions de 12 petits seigneurs alentour et dominait les 2 rives de la Nera. Pour remercier son fidèle ami, il proclama Orys Baratheon comme mon bouclier, mon preux, ma ferme main droite. Ainsi, de nombreux chroniqueurs voient dans cette déclaration d'Aegon la nomination de la première main du roi de Westeros. Pour marquer son émancipation du passé, Aegon adopta une bannière noire avec un dragon rouge à 3 têtes, représentant ses 3 dragons, mais également lui et ses 2 sœurs. Il fut également couronné par la reine Visenya, avec une couronne en forme de bandeau d'acier valyrien incrusté de rubis, tandis que Rhaenys s'exclamait « Aegon, premier du nom, roi de tout Westeros et bouclier de son peuple ». Du côté des autres rois, le temps était venu de prendre la menace au sérieux et chaque seigneur convoquait ses bannerets tour à tour. Le roi Mern, jardinier du Bief, rencontra le roi Lorraine des terres de l'Ouest Lannister afin de conclure une alliance. À Dorne, la princesse Martell envoya un corbeau à Aegon en lui proposant de s'allier contre Argilac Durrandon. Mais la princesse de Dorne spécifia que cette alliance devait être égale car elle ne souhaitait pas voir son royaume devenir un vassal. Le Val fit de même et la reine Shara Arryn, qui était régente au nom du jeune roi Ronel Arryn, offrit ses services aux Targaryens dans une alliance contre le roi Arryn le Noir. Personne ne savait ce que comptait faire Aegon et tous les seigneurs de Westeros cherchaient à anticiper ses moindres faits et gestes. Mais Aegon adopta un plan tout à fait différent et divisa ses forces en 3. La plus grande fut conduite par Orys Baratheon, qui, accompagné par Rhaenys et son dragon Meraxes, franchit la Nera vers le sud en direction d'Akalmi, forteresse du roi Argilac Durrandon. La flotte targaryenne, commandée par l'amiral Daemon Velaryon, quitta la baie de la Nera vers le Val, suivie par la reine Visenya et son dragon Vhagar. Quant à Aegon, il décida de marcher vers le nord en direction de la forteresse d'Harrenhal, où résidait le roi Arryn dans les conflans. Pourtant bien organisées, les 3 armées targaryennes rencontrèrent quelques difficultés en premier lieu. Orys Baratheon tomba dans une embuscade tendue par des bannerets d'Argilac, perdant plus de 1000 hommes. Du côté de la flotte emmenée par Daemon Velaryon,
les navires furent attaqués par surprise par une flotte arine, renforcée par une douzaine de navires achetés à Braavos. Cet assaut détruisit un tiers de la flotte targaryenne, tandis qu'une autre partie fut capturée. Le sort de l'amiral Daemon fut réglé, et il sombra avec le reste de ses navires. Concernant Aegon, il fut lui aussi surpris non loin d'Harrenhal à 2 reprises par des assauts menés par 2 fils du roi Arryn. Pourtant, ces petites défaites ne firent que retarder l'inévitable. Fondant sur eux depuis les cieux sur son dragon, Visenya fit pleuvoir un déluge de feu, réduisant en cendres une grande partie de la flotte Arryn. Pareil du côté des terres de l'orage, où la reine Rhaenys déchaîna le feu de son dragon sur les quelques seigneurs responsables de cette déconvenue. Concernant les fils d'Arryn responsables du massacre, Aegon chevaucha Balerion et fondit sur eux, réduisant en cendres leur armée et tuant les 2 fils d'Arryn. Arrivant non loin d'Harrenhal, Aegon fut rejoint par les troupes du seigneur Tully, qui s'étaient rebellés contre l'autorité des Fernés. Il faut savoir qu'Arryn le Noir avait soumis les Conflans dans la violence, tuant bon nombre d'ouvriers dans la construction de son immense forteresse. Un à un, les seigneurs des Conflans se déclarent en faveur d'Aegon, notamment les maisons Blackwood, Mallister, Vance, Bracken, Piper, Frey, etc. Toutes ces maisons, rassemblées autour du puissant seigneur Tully, vinrent gonfler les troupes d'Aegon de plusieurs milliers de soldats supplémentaires. Voyant cette immense armée se masser au loin, Arryn se réfugia dans Harrenhal, fermant tout accès à la forteresse qui était réputée imprenable. Aegon tenta tout d'abord de négocier en faveur d'une reddition d'Arryn, et, chose importante, leur discussion nous est connue grâce à des mestres présents au moment de l'échange. Voici ce qu'ils se sont dit. Yield now, and you may remain as Lord of the Iron Islands. Yield now, and your sons will live to rule after you. You see my army outside your walls. You see my dragons. What is outside my walls is of no concern. Those walls are strong and thick. Dragons fly. But stone doesn't burn. When the sun sets, your line shall end. Arryn rentra dans son château avant de cracher au pied d'Aegon en signe de provocation. Une fois les portes de la forteresse refermées, Arryn envoya tous ses archers sur les murs, promettant à celui qui abattra le dragon la main d'une, voire de toutes les filles du seigneur Tully. Puis le roi Ferné se retira et alla dîner avec ses fils restants, se pensant totalement hors de danger. Lors des dernières lueurs du soleil, les soldats scrutèrent l'horizon et ne voyaient toujours pas de dragon dans le ciel. Ces derniers pensaient qu'Aegon envoyait des menaces en l'air et qu'il n'oserait pas attaquer la citadelle. Pourtant, c'est bien des airs que vint la menace. Aegon monta si haut dans le ciel qu'il apparaissait comme un point quasi invisible aux yeux des soldats. Puis il ordonna à Balerion de plonger, et quand apparurent les tours d'Harrenhal, il déversa toute sa fureur et baigna la forteresse dans les flammes. Le roi Arryn pensait que son château ne brûlerait pas, et il avait raison, la pierre ne brûle pas. En revanche, le bois, la paille, les hommes et tout ce qui n'était pas de pierre se mit à brûler instantanément. Balerion déversa un torrent de flammes si puissant que les 5 tours d'Harrenhal étaient rouges, brillant dans l'obscurité comme des bougies. Mais ce qu'Aegon n'avait pas prévu, c'est que la puissance de Balerion allait jusqu'à faire fondre la pierre telle de la lave en fusion. Au fur et à mesure que l'incendie se diffusait, les 5 tours d'Harrenhal allaient même jusqu'à fondre face à la chaleur qui y régnait, dégoulinant par endroits tant la pierre avait été chauffée. Toutes les troupes fernées présentes dans le château, mais aussi le roi Arryn et ses fils, périrent lors de cet immense brasier. Ainsi disparut la maison Chénue, son emprise sur le Conflans et le terrible roi Arryn le Noir. En signe de reconnaissance, Aegon reçut le serment d'allégeance d'Edwin Tully et lui confia le rôle de seigneur protecteur du Conflans à la place des Chénus. Quand les cendres furent assez froides, Aegon pénétra dans la forteresse d'Harrenhal et contempla les dépouilles de ses ennemis encore fumantes. Le roi Targaryen demanda à ce que les soldats collectent toutes les épées présentes afin de les envoyer à Fort Aegon. Dans quel but, nul ne le savait à l'époque. Contrairement à Arryn, les bannerets du Randon répondirent favorablement à l'appel du roi Argilac. Parvenant à réunir une immense armée, Argilac massa ses troupes devant Accalmie, forteresse jugée imprenable et qui résistait aux nombreuses tempêtes qui agitaient les terres de l'orage. Ayant eu vent du sort réservé à Arryn, Argilac galvanisa ses troupes lors d'un discours resté dans les annales. Face à ses troupes, il leur fit part de son envie de chasser l'envahisseur en disant qu'il préférait mourir l'épée à la main plutôt que rôti en son château comme un cochon de lait avec une pomme à la bouche. Le roi Argilac, conscient qu'il risquait de ne pas revenir vainqueur, quitta donc Accalmie pour y affronter ses ennemis. Observant la scène depuis les airs, Rhaenys put effectuer un rapport précis des troupes à Orys Baratheon, qui ne fut pas surpris par la décision d'Argilac.
Horys plaça donc ses troupes sur les hauteurs, en haut de plusieurs collines, attendant les troupes ennemies. Quand les deux armées se firent face à face, les terres de l'orage justifièrent leur nom, et une épaisse pluie balaya le terrain d'affrontement. Labourant le terrain, le rendant boueux, les bannerets d'Argilac supplièrent le roi d'attendre le lendemain afin que le terrain soit plus clément avec eux. Mais rien à faire, le roi du Randon justifia son nom d'Argilac l'Arrogant. Voyant qu'ils étaient 2 fois plus nombreux et avec 4 fois plus de chevaliers en armure et de cavalerie lourde, Argilac refusa. Il voyait également que la pluie soufflait dans le visage des ennemis. Pour lui, les dieux avaient fait leur choix, la bataille était gagnée d'avance. Sonnant la charge, le combat s'engagea entre les deux armées et la bataille du dernier orage commença. À 3 reprises, Argilac envoya ses cavaliers, mais le terrain boueux et la montée rendaient leur avancée quasi impossible. Les chevaux patinaient, les soldats tombaient puis s'embourbaient dans la terre, le combat virait à l'affrontement contre le terrain lui-même. En revanche, les Durandon eurent plus de succès avec leurs fantassins, parvenant à percer les défenses des Targaryens à de multiples reprises. Les cordes mouillées des archers Targaryens et la pluie rendaient les troupes d'Horys Baratheon inefficaces. Une première colline tomba, puis une autre et une troisième. Lors de la charge sur la 4e et dernière colline tenue par Horys, les troupes du Randon tombèrent nez à nez avec Meraxès, le dragon de Rhaenys, qui déferla son torrent de feu sur les troupes de l'orage. Les chevaux affolés désarçonnaient leurs cavaliers et semaient le chaos parmi les troupes restantes tout en dévalant la colline. Le cours de la bataille avait brusquement changé et les Targaryens semblaient se diriger vers une éclatante victoire. Horys descendit la colline avec ses troupes et retrouva le roi Argilac encerclé, se débattant aux côtés d'une douzaine de soldats du Randon amochés. Horys offrit alors une dernière chance à Argilac de se rendre, mais l'arrogant persistait et maudit Baratheon. Alors Horys engagea le duel avec le vieux roi. Se rendant chacun coup pour coup, Horys finit tout de même par vaincre Argilac qui mourut l'épée à la main selon son souhait. Voyant la défaite de leur roi, les derniers soldats de l'orage abandonnèrent le combat pour se réfugier à Accalmie. Le lendemain, Horys se rendit devant les murs d'Accalmie pour réclamer le château au nom d'Aegon, mais la fille d'Argilac, nommée Argela du Randon, se tenait sur les murs, refusant d'ouvrir et se proclamant reine de l'orage. Par ailleurs, alors que Rhaenys arriva sur Meraxès dans le château pour parlementer, Argela fit connaître ses intentions et déclara qu'il n'obtiendrait rien d'elle, mis à part des os, du sang et des cendres. Lorsque les dernières lueurs du soleil disparurent, des soldats du Randon arrivèrent au campement d'Horys pour lui offrir un cadeau, Argela. Offerte enchaînée, bâillonnée et nue, les soldats préféraient vendre leur souveraine plutôt que de subir le même sort qu'Aren. On s'attendait à une réaction violente d'Horys, mais ce fut tout le contraire. Il détacha Argela, lui offrit de quoi se vêtir et l'invita à sa table autour d'une coupe de vin. Il lui vanta les mérites de son père, son ultime et glorieux combat, et lui fit part de ses intentions. En l'honneur de la mémoire de son père lors de la bataille, Horys Baratheon jura d'adopter la bannière des Durandon, mais aussi leur devise, notre et la fureur. Par la suite, Horys s'engagea également à prendre Argela pour épouse. Ainsi, la continuité était installée dans les terres de l'orage, même si les terres vinrent gonfler le domaine d'Aegon Targaryen. Comme pour Harrenhal, Aegon demanda à ce que les épées des vaincus lui soient expédiées à Fort Aegon. Soucieux de leur futur, les autres rois de Westeros comprirent que leur tour venait. Dans le nord, le roi Torrhen Stark réunissait ses troupes car il savait que la venue des dragons était proche. À l'est, la reine Shara du Val, régente de son fils Ronel, s'enferma dans les Aeries et stationna son armée dans les portes chaudes. Entre-temps, les rois jardiniers et Lannister se mirent d'accord pour former une alliance, joignant ainsi leurs forces. Ensemble, les deux rois rassemblèrent avec eux 50 000 hommes, dont plus de 600 seigneurs et 5 000 chevaliers. Il s'agit de la plus grande armée réunie à ce jour à Westeros. De son côté, Aegon commandait 10 000 soldats depuis Fort Aegon et fut rejoint par ses deux sœurs accompagnées de leurs dragons respectifs. Les deux armées se rencontrèrent au sud de la Nera sur une longue plaine parfaite pour la cavalerie, mais les soldats ne comprenaient pas vraiment pourquoi Aegon choisit ce champ de bataille spécifique. Sec et composé massivement de blé, le terrain n'avait pas été humidifié par la pluie depuis une bonne quinzaine de jours. Le roi Merne Jardinier menait plus de troupes que le roi Loren Lannister et il demanda à son confrère l'honneur de mener la charge au centre aux côtés de ses fils. Le roi Lannister accepta et obtint quant à lui les ailes. Les deux rois pensaient encercler Aegon qui attendait patiemment le combat, déployant ses troupes d'une manière plutôt désordonnée. Mais le jeune roi Targaryen avait repéré qu'il était entouré de blé et que le sol était sec. La bataille fut lancée au son des corps des rois jardiniers et Lannister. S'envolant sur le dos de leurs dragons, Aegon, Rhaenys et Visenya brûlèrent le terrain qui s'embrasa aussitôt tant il était sec. Le vent attisait encore plus les flammes et refoula toute la fumée aux yeux des soldats Lannister et jardiniers.
Les soldats targaryens attendaient en retrait que les fuyards sortent des brasiers pour les abattre à coups de flèche. Renommé par la suite le Champ de Feu, cette bataille offrit une conclusion inattendue compte tenu de sa configuration initiale. 4000 hommes périrent dans les flammes, 1000 autres furent abattus ou passés au fil de l'épée, et enfin 10 000 furent gravement brûlés et dans l'incapacité immédiate de se battre. Effrayés devant la puissance des dragons, les armées Lannister et Jardinier s'éparpillèrent et les soldats s'enfuyaient abandonnant leurs seigneurs respectifs. Le roi Mern Jardinier et ses fils comptaient parmi les victimes. La maison Jardinier survécut 3 jours supplémentaires après la bataille, avant de s'éteindre suite à la fin de la lente agonie du dernier héritier mâle encore en vie. Le roi Loren Lannister survécut miraculeusement et se réfugia à Castral Rock, abandonnant à son tour tous ses hommes. Cette bataille résonna comme un signe d'ultime alarme auprès des rois restants. Pour Aegon, la victoire était totale et cette dernière ne lui avait coûté que 100 soldats, ainsi qu'une blessure légère pour la reine Visenya atteinte d'une flèche à l'épaule. Comme à son habitude, Aegon exigea que les épées des vaincus soient ramassées puis emmenées à son fort. Par la suite, il captura Lorraine le lendemain et le roi du Roc déposa sa couronne tout en prêtant allégeance au roi Targaryen. En gage de bonne foi, il confirma Lorraine Lannister en tant que seigneur des terres de l'Ouest, ainsi que tous ses bannerets qui pliaient le genou devant lui. Mais la victoire était incomplète et Aegon s'élança sur Balerion pour aller revendiquer au jardin, fief des Jardiniers, avant qu'un rival ne le fasse à son tour. Une fois arrivé devant le château des Jardiniers, il trouva la forteresse aux mains d'Arlan Tyrell, dont la maison servait en tant qu'intendant depuis des siècles. Le seigneur Tyrell remit les clés du château à Aegon, plia le genou et jura lui aussi fidélité au roi. Ainsi, en gage de sa bonne foi, Aegon le confirma dans ses fonctions de seigneur du Bif. Mais le roi Targaryen fut pris de vitesse par Torrhen Stark qui s'était montré jusque-là patient. Les Stark étaient, depuis toujours, assez désintéressés par ce qu'il se tramait au sud, restant cloîtrés dans leur contrée froide et glacée du nord. Après avoir entendu ce qu'il se tramait au sud de Westeros, le roi Torrhen ne pouvait plus ignorer la menace. Il rassembla à son tour ses troupes dans le nord, puis traversa le Neck et pénétra dans les terres du Conflant, menaçant les terres fraîchement conquises par Aegon. Montant sur Balerion et emmenant son avant-garde, le roi Targaryen remonta en direction de son prochain adversaire. Arrivé sur les rives du Trident, Torrhen Stark contempla les troupes d'Aegon massées le long du fleuve et composées d'illustres maisons de Westeros. À leur côté, les 3 dragons veillaient et tournoyaient au-dessus de leur tête, scrutant l'horizon. Les éclaireurs envoyés par Torrhen confirmèrent les rumeurs comme quoi Harrenhal avait été détruite, mais également les récits concernant la bataille du Champ de Feu. Torrhen savait que le même sort lui était réservé s'il affrontait Aegon et ses forces lors d'un face-à-face. Lors d'un ultime conseil de guerre, ses bannerets pressaient Torrhen d'attaquer, d'autres lui suggéraient d'envoyer des éclaireurs pour assassiner Aegon et ses dragons dans leur sommeil. Pourtant, Torrhen privilégia la négociation et le lendemain matin, il traversa le Trident et offrit sa couronne à Aegon, pliant le genou. Le roi Targaryen le confirma à son tour dans ses fonctions et le nomma seigneur de Winterfell, protecteur du Nord. À ce jour, si Torrhen parvint à sauver ses troupes sans verser une goutte de sang, il fut tout de même renommé le roi qui s'agenouilla d'une manière assez péjorative par ses détracteurs. Afin d'épargner les siens d'un bain de sang, Torrhen préféra sacrifier son honneur plutôt que de sacrifier ses hommes pour une cause perdue. Aegon collecta de nouveau les épées des vaincus qui, pour une fois, n'étaient pas tordues ou abîmées. Fier de cette nouvelle victoire, Aegon décida d'envoyer ses sœurs soumettre les 2 derniers royaumes restants. Le Val d'Arryn était le dernier grand royaume qui restait à conquérir. Aegon envoya une nouvelle fois Visenya pour se charger de la conquête. Il faut savoir que depuis leur défaite navale, les Targaryens n'avaient pas retenté de reconquérir le Val. Enfermée dans les Aerie, la reine régente Shara Arryn protégeait le trône de son jeune fils Ronel Arryn. Malgré la garde et son imposante armée, elle découvrit un beau jour Visenya dans une cour du palais avec son fils Ronel sur ses genoux, alors que le petit roi contemplait émerveillé le dragon Vhagar. Comme il avait l'habitude de le demander à sa mère, Ronel demanda s'il pouvait monter sur le dragon pour aller voler avec la dame. Tout calme comme si tout était normal, les 2 reines s'échangèrent des politesses. Shara offrit du vin et de la nourriture à Visenya, mais ennuyé par les propositions de sa mère, Ronel exigea une réponse. Le jeune roi ne semblait pas comprendre ce qu'il se tramait autour de lui à ce moment-là. Puis Shara demanda tout effrayé si c'était sûr pour l'enfant, s'il n'y avait aucun risque. Visenya lui dit que c'était sûr pour l'enfant. Ainsi, Shara avait compris, et ce dialogue venait d'aboutir à un accord entre les 2 reines, sans réellement le formuler devant le petit roi. Alors que son fils faisait des tours de dragon avec Visenya, la reine Shara alla chercher les 3 couronnes, la couronne de régente, celle de son fils, et enfin la couronne portée par les rois Arryn depuis des siècles. Comme exigé par la suite, elle remit également à Visenya les épées de la garnison. Ainsi, le Val d'Arryn fut conquis sans mal par Visenya,
et le petit roi Ronel devint à son tour un petit seigneur protecteur du Val. Parallèlement au Val, Aegon avait envoyé sa sœur Rhaenys au sud pour soumettre Dorne, autre royaume qui demeurait non conquis, mais qui s'apparentait au plus pauvre des 7 couronnes. Contrairement à sa sœur, Rhaenys n'eut pas autant de facilité. Survolant de château en château, Rhaenys découvrait des cités désertes où seules subsistaient les femmes, enfants et vieillards. Arrivant dans la capitale pour demander la reddition du royaume, Rhaenys trouva la ville de Lancelion étrangement vide. Avançant dans le palais, elle se trouva face à la princesse Merya Martell, une vieille femme de 80 ans, obèse, aveugle, presque chauve, à la peau jaunâtre et qui était surnommée le crapaud jaune de Dorne. Pourtant, si le temps semblait être clairement contre elle, Merya était dotée d'une intelligence hors pair. Les deux femmes s'échangèrent quelques paroles. Merya lui dit que Dorne ne pliait pas le genou et ne reconnaissait aucun roi, ce à quoi répondit Rhaenys « Je le dirai à mon frère, et la prochaine fois que nous viendrons, ce sera avec le feu et le sang. » Mais le crapaud jaune ne se démontait pas. « Ce sont vos mots, les nôtres sont insoumis, invaincus, intacts. Brûlez-nous, madame, jamais vous ne nous soumettrez, nous ne plierons pas devant vous. » Ainsi, les deux femmes se séparèrent et Rhaenys retourna auprès d'Aegon sans avoir obtenu la soumission de Dorne. Conscient que le danger n'était pas très important, Aegon remit la conquête de Dorne à plus tard. Il lui restait tout de même la cité de Vieilleville au sud du Bief, plus grande ville de Westeros et dirigée par les Hightower, la plus ancienne et puissante famille parmi les bannerets du Bief. Vieilleville était aussi le centre de la foi des Sept, culte instauré par les Andals des millénaires avant l'arrivée des Targaryens. Le grand septon qui dirigeait le culte des Sept s'était enfermé pendant 7 jours et 7 nuits afin de prier les dieux concernant la marche à suivre vis-à-vis d'Aegon. Au 7e jour, l'aïeul avait levé sa lanterne durant une vision, ce qui éclaira la marche à suivre au grand septon. Conscient qu'il serait détruit s'il se dressait face à Aegon, le grand septon alla parler avec Manfred Hightower, le seigneur de la cité, pour l'exhorter à accueillir Aegon sans combattre. Lord Hightower accepta, et lors de son arrivée, Aegon trouva la ville avec ses portes ouvertes. Le seigneur de la ville lui offrit son épée et les clés de la ville. Le grand septon alla même plus loin et couronna Aegon une deuxième fois, mais cette fois-ci d'une manière plus officielle. Désormais souverain reconnu devant les dieux, le jeune roi devint Aegon Ier Targaryen le Conquérant, roi des Andals, des Rhoynar et des Premiers Hommes, sire des 7 couronnes et protecteur du royaume. Même s'il n'était théoriquement roi que de 6 royaumes, il inclut tout de même Dorne par commodité, car d'après les dires de sa sœur, le 7e royaume lui serait très vite acquis. Ce second couronnement fut acclamé par toute une foule dans les rues de Vieilleville, tandis qu'Aegon chevauchait la terreur noire. À partir de ce jour, le calendrier changea et tout ce qui se déroulait après le couronnement serait nommé après la conquête, tandis que tout ce qui s'était déroulé avant serait appelé avant la conquête. Ainsi, les 7 royaumes étaient réunis sous la couronne d'une seule et même famille, la famille Targaryen. Aegon devint, à 27 ans, le roi de quasiment tout un continent, restaurant la gloire passée des seigneurs dragons de Valyria. Beaucoup pensaient qu'il ferait de Vieilleville sa capitale, ou Père Dragon, mais Aegon choisit comme lieu central Fort Aegon, lieu situé à l'embouchure de l'Anera, où il avait posé pour la première fois le pied sur Westeros. Autour de son fort primitif, une petite ville s'était développée, et les locaux renommèrent Fort Aegon en King's Landing ou Port-Réal. Ramené au fur et à mesure de la conquête, l'état d'épée des vaincus jonchait les rues. Aegon savait quoi en faire. À mesure que la ville grandissait de jour en jour, que le fort primitif se transformait en un riche et magnifique palais, Aegon demanda par la suite à Balerion de souffler sur le tas d'épées afin de forger un siège à la hauteur de sa puissance et de la nouvelle dynastie régnante, la maison Targaryen. Dominant sans réel partage de pouvoir, Aegon dominait dès à présent son royaume depuis l'immense trône de fer. Aegon avait conquis les 7 couronnes, il devait maintenant relever un nouveau défi, gouverner ce nouveau royaume forgé dans le feu et le sang. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, comblera vos attentes car elle m'a demandé énormément de temps. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.